Bonjour Hervé. Bonjour Nathalie. On se voit pour que vous puissiez parler de votre travail, de ce qui vous anime dans votre travail d'historien, de chercheur. Moi je suis historien de, on va dire, du social plus que des idées. Et ce qui m'intéresse, c'est de reconstituer, on va dire, l'histoire des pratiques, l'histoire des pratiques dans le champ psy, on va dire, de manière générale, l'histoire de la psychiatrie, l'histoire des psychothérapies au 19e siècle et au 20e siècle. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de les resituer dans le champ social, dans le champ culturel, et d'expliquer quels sont les enjeux sociaux autour de la diffusion de telle et telle pratique médicale ou non médicale. Je me suis intéressé un peu à l'histoire des premiers psychanalystes dans les années 1920 et 1930. Ce qui me semble plus intéressant, c'est de regarder de quelle manière les historiens peuvent ou pas utiliser un certain nombre de concepts ou de notions héritées un peu de la psychanalyse freudienne dans leur travail. C'est ça qui me semble là plus intéressant. On n'a pas eu un usage, on va dire, très intéressant pendant très longtemps des notions de la psychanalyse en histoire. Dans les années 60, certains historiens ont utilisé de manière un peu sauvage, on peut le dire, quelques concepts pour faire des biographies de personnages décédés. Ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes. Donc ça a donné des résultats pas forcément très bons. D'autres ont utilisé ce que d'aucuns pourraient appeler la notion d'inconscient collectif, qui est pas du tout freudienne, on va dire plus peut-être jungienne, ou je sais pas, en tout cas pour notamment faire ce qu'on appelait dans les années 60-70, quelque chose qui avait beaucoup de succès à l'époque, c'est l'histoire des mentalités. C'est-à-dire il s'agissait de mobiliser cette espèce de notion surgit un peu de nulle part, l'inconscient collectif, pour expliquer au fond les cultures populaires, par exemple. Ouais. Mais c'était très condescendant, c'est-à-dire on avait vraiment l'impression qu'on reconstituait l'histoire de l'inconscient du peuple en écoutant parler les magistrats, les gens d'en haut par rapport aux gens d'en bas. C'était aussi pas forcément très judicieux. Il me semble qu'il y a un changement dans les années 1970, avec le travail de Michel de Certeau. C'était un proche des Lacaniens, c'est un jésuite, qui lui va beaucoup réfléchir à, je vais pas dire l'utilisation, ça serait un petit peu l'articulation. L'articulation entre psychanalyse et puis le métier d'historien. Et le rapport qu'un historien entretient avec ses sujets, ses objets, et puis les sources qu'il travaille. Et là, vraiment, Michel de Certeau, je dirais, fait un usage très différent, et me semble-t-il beaucoup plus approprié, en tout cas moi c'est ce qui m'inspire dans mon travail d'historien, donc c'est pas tellement de notions, cette fois-ci, de psychanalyse, mais plus on va dire, d'une attitude. L'historien ne surplombe plus ses sujets, ne surplombe plus ses sources, il les écoute, un peu comme le psychanalyste écoute ses patients, c'est-à-dire de manière un peu flottante, c'est-à-dire en arrière. Ouais, c'est ça. Et donc laisser enseigner finalement. Oui, exactement. Et moi, dans les travaux, dans les archives, lorsque je suis dans les archives, notamment dans les derniers travaux que j'ai réalisés, j'ai essayé d'adopter cette position-là. C'est-à-dire de me laisser surprendre. Et ça, pour un historien, c'est pas simple. Vous alliez pas y chercher quelque chose de très précis, vous vous laissiez. C'est ça. C'est pas du tout confortable. C'est pas du tout un usage habituel. Donc il faut prendre son temps. Il faut plonger dans ces archives, et notamment dans les dossiers de patients en psychiatrie, puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé récemment. Et il faut laisser advenir, effectivement, les problématiques qui, après, peuvent être travaillées de manière plus classique, plus rationnelle, celle on va dire, de l'historien du social. Voilà,
voilà, je dirais le premier rapport, il est dans le rapport aux sources, dans le rapport aux archives, dans le rapport à ce qui vient du passé. Il y a une espèce de volonté de pas forcer les choses, de pas voilà, de laisser advenir, y compris des surprises. Et donc dans le dernier ouvrage que je publie, les 2/3 des chapitres sont des surprises pour moi. Qu'on y lit des choses qu'on n'attend pas, notamment on y lit des choses qu'on n'attend pas dans l'histoire de la folie et de la psychiatrie, quoi. Des choses qui surviennent, qui viennent voilà, du parcours des patients, qui ne sont pas que des malades, qui ont aussi une identité sociale, et donc voilà, quand on travaille comme ça, on fait surgir, me semble-t-il, des questions nouvelles pour l'historien. Comment travaillez-vous à partir de cette recherche que vous faites au plus près des témoignages, au plus près des archives, en fait? Vous faites parler des archives, finalement? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le travail sur les archives, qui sont jamais brutes, hein, je n'imagine absolument pas, quand je travaille sur un dossier de patient des années 20 ou des années 1930, que j'ai accès, comme ça, de manière privilégiée, à la parole du fou ou à la parole du malade. Voilà, je sais très bien que ce à quoi j'ai affaire, quand je suis devant un dossier, c'est un reste. C'est un reste de l'histoire. C'est un objet qui est, on va dire, l'effet de tri successif. Le patient n'a pas tout dit devant le psychiatre, c'est une évidence. Le psychiatre n'a pas tout retenu, n'a pas tout noté, c'est une évidence. L'infirmier qui note aussi, note voilà, en fonction de ce qu'il est lui aussi. Les archives, parfois il en reste et parfois il n'en reste pas, il y a eu des destructions, et moi-même, en tant qu'historien, avec mes méthodes, mes petites méthodes, mes petits outils, je fais aussi un tri. C'est-à-dire, je ne peux pas embrasser le tout, les kilomètres et les kilomètres d'archives. Donc, je fais des sondages. Donc, oui, parfois, je m'arrête sur un beau dossier et parfois, je passe peut-être sur un autre dossier. Mais voilà, c'est aussi une expérience très subjective, hein, dans cette masse de dossiers. On s'arrête ou on ne s'arrête pas. Et donc, cette chose qui est qu'un reste, moi, j'estime qu'elle peut permettre de faire une histoire sociale de la folie, de la psychiatrie, des psychothérapies, et que là-dedans, on y trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le délire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le délire du sujet. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Parce que la parole délirante, c'est une parole voilà, qui sort du chemin de l'histoire. J'essaie de parfois prendre des petits détails. Par exemple, quand j'ai travaillé sur les soldats de la guerre 14 et les dossiers des soldats de la guerre 14, j'ai beaucoup travaillé à partir de ces petits détails que l'on pouvait exhumer et qui pouvaient en quelque sorte nous permettre de dire une autre histoire de la guerre 14. Voilà, c'est ça. Donc du front à l'asile, ça c'est une histoire de la guerre 14 vue depuis ce petit coin d'histoire qu'est le délire des soldats, les soldats qui sont arrivés à l'asile en bout de course, en quelque sorte. Et avec un collègue spécialiste de la guerre, on a retracé cette histoire. Donc c'est voilà, ce matériau-là m'intéresse, et puis cette manière de faire l'histoire, jusqu'à utiliser des documents qui sont pas nobles pour l'historien, et en faire quelque chose de normal. Le délire est je dirais, la pièce délirante est un pièce normale. C'est ça que j'essaie de montrer à mes collègues historiens. C'est une archive comme une autre. Elle doit pas sortir de l'histoire, et on peut faire avec ça, que ce soit parole des soldats, la parole des patients schizophrènes auxquels je m'intéresse maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça, et qu'est-ce qu'un historien peut faire avec ça. Parce qu'on a souvent l'idée que finalement la guerre c'est 14-18. En réalité, nous on en parle comme
voilà aussi le fruit d'un long héritage. On parle de ce qui se passe avant, et puis on parle de ces soldats qu'on retrouve à l'asile dans les années 60, qui sont toujours là. Et c'est intéressant de travailler justement sur les dossiers patients parce que ça complique un peu le récit. Oui. On a beaucoup estimé que, au fond, la guerre, ça suffisait à déclencher un trauma chez quelqu'un. Et quand on travaille sur un dossier de patient, et à cette époque-là, ils sont très longtemps dans l'asile, donc on a une grande partie de leur vie, on voit qu'il y a des choses avant, on voit qu'il y a des choses après, on voit qu'il y a des choses qui rejouent. Et donc effectivement, le long terme, ça pose d'autres questions, ça permet aussi beaucoup on va dire de questionner cette façon qu'on a de classer les gens dans des catégories qui changent à longueur de temps depuis le 19e siècle. Donc ça m'intéresse beaucoup aussi. Pour des raisons, je ne sais quelles raisons, on va classer à un moment un individu dans une catégorie savante. Et c'est ça que vous venez interroger. Je suis en train d'interroger ça beaucoup, notamment avec ce travail sur les patients diagnostiqués schizophrènes. Ça m'intéresse beaucoup. J'avais été assez frappé au moment où on avait beaucoup discuté de la nouvelle version du DSM, c'était vers 2010-2013, voilà, dans ces années-là. Il y avait eu une belle exposition à Maison Rouge, à Paris, au quartier de Bastille. C'était un canular qui a été organisé par canular d'art brut, qui avait été complètement pensé par des psys qui avaient inventé un artiste, Marco De Corpeliada, schizophrène, qui aurait produit ce qu'on appelait le schizomètre. Et donc ils avaient reconstitué complètement un peu un délire et une œuvre d'art de ce faux artiste, et ça m'avait énormément frappé. Alors c'était très très drôle, hein, parce qu'il comparait cet artiste, ce faux artiste, comparait les catégories du DSM qu'on était à l'époque en train de discuter, vous savez, qui sont numérotés, etc., avec les numéros du catalogue Picard surgelé. Et donc le schizomètre, c'était une espèce de révélation comme ça, très très délirante, d'une correspondance incroyable, et c'était une occasion de discuter de manière un peu drôle. Voilà, le caractère vraiment artificiel de ces catégories. Ma démarche est un peu similaire, mais avec les méthodes de l'historien, c'est-à-dire retravailler à partir des parcours des patients qui ont été parmi les patients zéro, quoi, en quelque sorte, les premiers patients schizophrènes, et de voir qu'est-ce que ça vient sanctionner, ce diagnostic. Ça vient parfois sanctionner du symptôme, mais aussi une situation sociale, une situation de crise. On est à nouveau après la Première Guerre mondiale, on est dans les années 30. Et donc il y a, voilà, comme ça, plein de gens très très différents, et qui deviennent déjà ce qu'on dit de la schizophrénie, c'est-à-dire quelque chose de très très noir, très très violent. Et ça existe déjà dans les années 20. Donc c'est un peu dans cette optique-là que je travaille aujourd'hui. Merci Hervé Merci pour Nathalie. cet échange,